Bien, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le thème très large du management. Sophie Guillaumin, je suis ravie de vous accueillir avec Isabelle Barthes, avec qui j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire ce matin. On propose ces webinaires depuis plus de 3 ans au sein du groupe IGS parce que ça nous paraît aujourd'hui évidemment faire partie de notre vocation. Vous le savez, hein, on forme aujourd'hui des managers et des collaborateurs des fonctions RH, on forme des managers opérationnels et des managers dans le secteur de la relation client et dans l'intégralité de ces secteurs, des grosses questions, des grosses thématiques reviennent. Donc, on a souhaité en fait traiter via ces webinars d'1 heure. Ces questions ont déjà été traitées, le management opérationnel, les enjeux du pouvoir en entreprise, le rôle du manager, le manager est-il un héros? Et aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire que Isabelle nous propose un webinar dont le titre, déjà, en tout cas, moi, m'a surprise et m'a interpellée, l'optimiste au travail. Comment le cultiver? Alors, c'est une bonne question, Isabelle, et je te laisse la parole sur ce sujet. Merci Sophie et merci à l'IGS de me donner l'occasion de parler de l'optimisme. Et en effet, j'ai intitulé ça, est-ce bien sérieux d'être optimiste en ces temps incertains, voire très incertains. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai cherché une image d'introduction et j'ai trouvé l'image des parapluies. Et je me dis qu'on est quand même dans des temps qui ont beaucoup changé parce que je crois que maintenant, la bonne nouvelle, c'est quand il pleut et que, en tout cas, quand il pleut raisonnablement, hein, bien évidemment, et qu'il n'y a encore pas longtemps, c'était au contraire quel temps de chien quand il pleuvait. Et maintenant, je crois qu'on attend tous la pluie avec beaucoup plus d'attente parce que changement climatique oblige. Alors, je vais parler de l'optimisme. Ça vient un petit peu à la suite d'autres webinaires que j'ai animés ici on va retrouver des choses sur l'humour, sur la psychologie positive, sur la gestion des émotions. Et ça fait partie de ce que j'aime, hein, c'est que les choses puissent... On va rester dans la zone du travail, évidemment, mais puisse être quand même plus agréable et plus positif pour tout le monde, sans, on va le voir, être dans la béatitude absolue. Alors, première question, et là on n'aura pas la possibilité de vraiment faire le tour de table, mais je vous pose la question. Est-ce que vous considérez comme optimiste? Vous y réfléchissez. Est-ce que vous vous considérez plutôt comme pessimiste? Et puis, comment on parle de vous? Parce que vous, peut-être un optimiste caché, hein, ça arrive. Non, non, je suis très optimiste, mais en fait, tout ce que vous faites passer comme signaux, la façon dont vous parlez, dont vous présentez les choses, donne à penser le contraire, ou vice-versa, hein, ça peut être le cas. Donc, je crois que c'est intéressant aussi de se dire quelle image je transmets aux autres dans les relations de la vie, et puis dans la relation au travail, ça c'est très important. Alors, on se pose la question, et que je l'ai un peu posée, c'est êtes-vous optimiste? Mais ça ne veut pas dire que vous êtes un optimiste pour la vie et tout le temps, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions autour de l'idée de est-ce que c'est un trait de personnalité? Alors, je crois que ce n'est pas le cas, hein. Quand on regarde les études des psychologues, c'est plutôt une aptitude qu'on a. Alors, il y a des gens qui sont des bébés qui naissent plus optimistes que d'autres. Ça dépend aussi, on le verra, beaucoup de l'éducation, hein. Ça aussi, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Mais bon, on n'est pas forcément toujours un optimiste, indécrottable, comme on dit, ou un pessimiste aussi patenté. Est-ce que c'est une attitude ou un comportement? Alors, l'attitude, je vous rappelle, c'est je me considère comme optimiste, j'ai envie d'être optimiste, mais c'est peut-être pas se comporter en optimiste. Se comporter en optimiste ou en pessimiste, ça va être d'avoir des actes qui sont alignés avec cette attitude. Ça va prolonger l'envie avec des réalisations. Alors, par exemple, je suis optimiste sur la réalisation de ce projet, le comportement, c'est de se lancer dans le projet. Et on pourrait demander aussi, est-ce que c'est un art de vivre? Moi, j'aime bien cette formule de l'art de vivre parce que ça montre beaucoup de choses. Ça montre qu'on a le droit d'être par moments pessimiste, par moments optimiste, que c'est tout un dosage, comme d'habitude, mais on va voir comment le cultiver, cet art de vivre. Alors, l'univers de l'optimisme, c'est l'univers du positif, hein. C'est des synonymes, quand vous regardez les dictionnaires, c'est la confiance, c'est l'espérance, c'est l'espoir, parce que c'est très tourné, on le verra, vers l'avenir. Et on est dans cet univers de la joie,
On a parlé de la joie dans la gestion des émotions, c'est l'émotion positive face aux quatre émotions négatives, la colère, le doute, etc. C'est la confiance, c'est l'humour, c'est la résilience, on le verra, c'est aussi le courage. Et puis c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, ça se traduit, c'est un vieux concept en management, le empowerment, la capacitation en français, c'est-à-dire je ne subis pas. Je vais pouvoir agir sur mon environnement, je vais pouvoir mettre en œuvre mes envies, mes projets, mon désir. Et c'est vraiment l'idée d'être un acteur dans son environnement et de pouvoir le faire changer. C'est tout cet univers-là qu'on aborde avec l'optimisme. Alors, il y a le poids de la culture, et je me suis amusée à regarder un peu, parce qu'il y a toujours des études sur tout, et il y en a, on les connaît sur justement l'optimisme. Et alors là, on n'est pas aidé. En France, on est plutôt des grands champions du pessimisme. Alors, je vous montre une étude BVA qui avait été faite en 2018 et qui demandait, pensez-vous que 2019 sera meilleur, pire ou identique à 2018 ? Alors, meilleur, c'est en bleu. Pire, c'est en rouge, et identique, c'est en vert. Alors, je vous ai mis une petite flèche rouge. Vous voyez la France. On est, alors, c'est quand même étonnant encore. On est très loin. On est en 2018, mais on est très loin derrière, par exemple, le Pakistan, l'Afghanistan, le Kazakhstan, quand même le Mexique, des pays dont on sait quand même que c'est pas toujours rose tous les jours, alors qu'en France, on est quand même extrêmement bien lotis. Et j'en ai repris une d'Ipsos 2020 qui me paraissait assez solide en termes d'études méthodologiques. Et on retrouve la même chose. Voilà, est-ce que l'avenir sera plus agréable qu'actuellement? Et du probable à improbable, vous voyez que la France, alors là, on est carrément en bas de l'échelle. Donc, il y a une grande dose de pessimisme chez les Français. Vous connaissez ça, les petites phrases sur le temps qui n'est pas si beau, c'était on ne va pas y arriver, et puis toujours ces petites phrases un peu négatives. Alors, c'est une culture, c'est l'idée aussi peut-être de la pensée magique. On sait qu'on est extrêmement privilégié au fond de nous-mêmes, et peut-être le dire ou trop le faire savoir, ça serait peut-être attirer les foudres de Dieu qui nous punirait de le faire. Enfin, on n'est pas du tout dans l'optique optimiste, comme on peut le voir dans des pays, si vous fréquentez quelquefois les États-Unis, même si là, ils ne sont pas extrêmement bien classés, ou des pays où on est beaucoup plus dans une forme de fatalisme, où on prête au destin plus sa destinée que à ses actes propres. Donc, on est quand même dans cet environnement-là. Alors, du coup, l'optimisme, il n'est pas toujours vu de façon très positive. Vous êtes une personne optimiste, vous avez envie que les choses changent, vous avez confiance dans ce qui va arriver. Vous devez souvent noter qu'on a des petites phrases. Oui, mais tu crois toujours que tout est possible, tu vois que les choses en rose. Voilà. Et vous pouvez être très vite associé à un insouciant. Un insouciant, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Voilà, tout va bien, mais on est dans une forme peut-être aussi de niaiserie, BA, l'optimisme BA, ou d'aveuglement. Tu ne veux pas voir les choses qui ne vont pas. Et c'est vrai que l'optimiste, des fois, il peut agacer. Il peut agacer son entourage parce que justement, je pense qu'on l'envie beaucoup, mais on lui prête aussi une incapacité à bien analyser les situations. Et on le sait, il y a toujours une prime au négatif, c'est toujours beaucoup plus valorisé dans une discussion, dans un débat, voire dans l'évaluation, par exemple, d'une copie. Les universitaires le savent très bien. Et d'ailleurs, par exemple, Bernanos, qui est un écrivain français quand même très connu, qui a écrit « L'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles ». Vous voyez, on retrouve l'idée d'imbécile, on ne voit pas la situation, et lâche, on n'a pas le courage de l'affronter. Et j'ai préféré aussi mettre cette phrase de Tristan Bernard, le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note. Alors là, c'est l'optimisme vraiment très optimiste. On est dans l'extrême et ce n'est pas forcément non plus une appréciation très positive. Alors, pourtant, excusez-moi, il faudrait couper les micros parce que, voilà, je ne sais pas qui parle, mais il y a des micros ouverts.
Que recherche-t-on sur Google pour regarder? Alors, j'ai fait hier la recherche pour qu'elle soit à jour. L'optimisme, vous tapez optimisme, vous avez 15 millions, en fraction de seconde, 15 800 000 occurrences, et pessimiste, 2 720 000. On voit la différence. On recherche l'optimisme. On cherche justement, et vous avez d'ailleurs tout un business autour de comment devenir optimiste, comment être optimiste, comment cultiver l'optimisme, qui est assez intéressant à regarder, on va dire. Alors, pourquoi on recherche l'optimisme? Parce que, ça, les études le montrent, l'optimisme, c'est de l'attractivité. C'est quand vous êtes optimiste, les gens vont vers vous. Vous leur donnez une lueur d'espoir, vous leur donnez à regarder les choses de façon plus positive. Quand vous avez un manager, une équipe où les gens sont optimistes, l'ambiance est bien meilleure. Et ça, c'est très important. On sait que l'ambiance, le climat au travail est très, très important, hein, et qu'on rentre souvent dans une entreprise en pensant avoir une bonne ambiance. Ce qui est certain, c'est qu'on la quitte pour une mauvaise ambiance. Toutes les études le montrent aussi. Ça donne envie d'agir. Puisqu'on a confiance en l'avenir, on pense que les choses vont bien se passer, on est tourné vers l'action, alors que le pessimiste, il va être plutôt tourné vers ne pas faire. Et puis, là aussi, les études en médecine le montrent, il y a une meilleure santé, il y aurait un centre dans le cerveau où on va sécréter de la sérotonine, et les gens optimistes seraient en meilleure santé que les gens qui voient les choses plus en gris. Donc, l'optimisme, on a bien des raisons de le cultiver et d'être optimiste. Alors, la définition, j'y arrive, j'ai déjà livré beaucoup de choses. C'est une tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté en négligeant les aspects fâcheux. Donc, on voit le fameux côté plein du verre. Hein, voilà, on voit les choses positives. Et puis, on a confiance dans l'issue d'une situation, on a confiance dans ce qui va arriver. Et je suis sûre que ça va bien se passer, mais je suis sûre que cet entretien va être positif, mais le projet va réussir. Voilà, on a confiance dans quelque chose qui arrive. Alors, je vais tout de suite bien pointer quelque chose, c'est que l'avenir, ce n'est pas le futur. Le futur, c'est ce qu'on va prévoir à partir du passé, faire des statistiques, monter des scénarios, travailler sur les historiques, alors que l'avenir, c'est ce qui advient, c'est ce qui arrive. Et le véritable optimiste, ce n'est pas celui qui fait uniquement des scénarios avec le scénario plutôt positif ou le scénario plutôt négatif, mais c'est vraiment la personne qui va être capable de dire l'avenir, voilà, les choses vont arriver et je serai serein en voyant ces choses arriver parce que justement j'ai cette confiance. Et on est d'accord, on n'est pas obligé d'être optimiste à 100%, on peut l'être plus par moment en fonction des circonstances pour ne pas tomber dans un optimisme béat. Alors cet effet bonne surprise, il est très important, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire que je vais évoluer dans mon entreprise, dans ma vie, dans une organisation quelconque, et voilà, il peut y arriver des bonnes surprises. Un film qui est extrêmement emblématique de la sérendipité, c'est Le sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacry, alors qui joue le rôle, si vous avez vu ce film, d'un wedding planner, c'est-à-dire un planificateur de mariage, donc tout doit bien être organisé, ordonnancé. D'ailleurs, le marié... Allô? Oui? Excusez-moi. Non, c'est bon, Vous pouvez quitter ce micro parce qu'il y a un bruit de fond pénible. Donc, le marié va être extrêmement aussi exigeant par rapport à la planification de son mariage. Et en fait, tout va partir en vrille, pour dire les choses comme elles sont. Mais malgré tout, il va se passer des choses très positives. Je ne vais pas spoiler le film, bon, beaucoup l'ont vu. Et c'est cette capacité à trouver l'effet bonne surprise dans quelque chose qui est le chaos total. Donc la sérendipité est quelque chose d'important quand on veut être optimiste ou quand on est optimiste. Alors, comment pratiquer l'optimisme? Parce que j'ai dit qu'on pouvait cultiver l'optimisme. Eh bien, alors comme nous dit le chat, Philippe Guéluc, peut-être qu'on va jouer plus à faire des réussites qu'à jouer aux échecs. D'ailleurs, c'est assez amusant, cette vision de deux jeux avec des terminologies différentes. Mais là, je vous propose de regarder ce que nous dit le psychiatre très, très connu aussi, Christophe André, qui nous dit, regardons ce qui nous pollue. Voilà. Ce qui nous pollue, c'est trois grandes choses, il nous dit. C'est vouloir changer les gens, être persuadé qu'on peut changer les gens. Alors ça, c'est très connu dans les couples. Voilà, on connaît les défauts de son partenaire, on les aime au début, puis on se dit on va les changer, puis après on les déteste, ces défauts, mais on n'a rien changé du tout.
Après, la deuxième chose qui nous pollue, c'est vouloir que tout soit parfait. Alors là aussi, les perfectionnistes, quand on veut que tout soit parfait, ben, rien n'est jamais assez parfait et on se mine. Et puis la troisième chose, c'est ruminer le passé. Moi, je dis aussi vivre au futur antérieur. Si j'avais su, j'aurais pas déménagé. Si j'avais fait ça, ben, je n'aurais pas perdu cet argent. Et si. Voilà, avec des si, on met Paris en bouteille, comme on dit. Et c'est vrai que ces trois attitudes, ces trois comportements dans la vie, ces trois désirs, nous amènent à quelque chose qui ne peuvent pas nous aider à cultiver l'optimisme. L'optimisme, c'est accepter les gens tels qu'ils sont et voir leur bon côté. C'est trouver que 90%, 95% d'une réalisation, c'est déjà très, 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 très bien. Et puis, c'est se dire que le passé, ben, c'est des choix et que faire des choix, c'est renoncer et qu'on avance. Donc, c'est la première étape pour cultiver l'optimisme. Ensuite, comment le pratiquer? Ben, c'est là aussi, ça a été très étudié, c'est aller vers des gens optimistes. Plus on va vers des gens optimistes, plus on cultive. C'est un petit moteur, hein, c'est un muscle, l'optimisme. C'est se forcer à regarder les choses positives dans le négatif. Oui, ben, rien ne va, rien n'est positif, oui, on passe une période noire. Voilà, il y aura quelque chose de toute façon qu'on va apprendre ou qu'on va retenir. Et ça, c'est quelque chose de très important. On va se rendre compte qu'il y a des gens, par exemple, qui sont prêts à vous aider, alors que vous n'auriez jamais pensé pouvoir leur demander quoi que ce soit. Vous allez apprendre quelque chose parce que vous avez raté, vous n'avez pas su manipuler un outil ou un programme, etc. Ensuite, c'est se forcer à regarder les gens et les événements différemment. C'est voilà, ne pas être dans ces pensées négatives automatiques qui nous disent ça ne changera pas. Regarder quelqu'un différemment, c'est pas se dire ah, il va encore me demander ça, oui, il va encore critiquer. Non, c'est lui donner une chance d'avoir une attitude complètement négative. Et ça, c'est ce biais de négativité qu'on a souvent. Puisque je vous disais tout à l'heure, on voit souvent les choses plus négatives, on leur donne plus d'importance que les choses positives, et ce biais de confirmation qui va faire qu'on va prêter attention à tout ce qui nous aide dans notre première analyse, donc la négative en l'occurrence, et écarter tout ce qui pourrait être différent. Donc se forcer à regarder même notre pire ennemi, la personne qui nous ennuie le plus, dire qu'il y a peut-être quelque chose de bon en lui et se donner les moyens de réamorcer un dialogue différent, et c'est pareil pour les événements. Donc ces pensées négatives automatiques qui nous encombrent tout le temps, eh bien, il faut avoir le courage de les bousculer. Ensuite, c'est doser, les optimistes savent doser la responsabilité entre soi et les autres. On a quelque chose qui arrive, on a quelque chose qui s'est mal passé, voilà. Est-ce que c'est moi? Alors, l'optimiste BA, c'est « Ah, ben, c'est pas moi, c'est les autres, c'est les événements. » Non, ça, c'est pas suffisamment responsable. Par contre, dire « c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute », là, non, on n'est pas dans une posture qui permet de cultiver l'optimisme. Donc, cette capacité à dire « bon, je ne peux pas tout contrôler », elle est très importante, mais aussi à prendre une partie de responsabilité, mais aussi de temps en temps savoir lâcher prise. Il y a des moments, quelque chose nous tombe dessus, eh bien, il faut savoir aussi l'accepter. C'est cette question de l'avenir dont je parlais, advenir. Ensuite, considérer que quand un problème arrive, il est isolé. Ça ne va pas se reproduire automatiquement. Vous perdez un client, vous perdez un gros marché, il y a quelque chose, une machine qui tombe en panne. Ben non, alors je sais bien Audiard disait que les emmerdes arrivent toujours en escadrille, mais non, se dire que c'est une fois, ça ne va pas recommencer automatiquement une deuxième fois. Et il ne faut surtout pas généraliser. Hein, vous avez eu un problème avec quelqu'un, ben, tout le monde vous en veut. Voilà, l'idée du complot qui installe dans la paranoïa. Donc être optimiste, c'est ça, hein, c'est doser les responsabilités entre soi et les autres pour regarder ce qu'il y a de meilleur. C'est considérer qu'un problème, ben oui, il est arrivé, mais qui ne va pas forcément être le début d'une série. Et puis, ne pas mettre tout le monde, embarquer tout le monde dans les mêmes analyses négatives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'optimisme a un lien fort avec la compétence et avec la performance. Il y a eu des études de fait, j'en cite une de Suzanne Segerstrom, il y en a eu d'autres qui ont été faites autour de gens qui n'étaient pas vraiment compétents, mais très optimistes. Donc ça, c'est des tests qui permettent de le vérifier. Et on se rend compte que même moins compétents, il y avait même le psychologue Martin Seligman qui avait créé une lose task force, hein, une task force des losers, et des gens pas compétents, mais très optimistes. Et l'optimisme, quand on a confiance en soi, ben on se dit qu'on va réussir. Donc ça va peut-être être un peu plus long, ça va peut-être être un peu plus besogneux, mais en fait, on se rend compte que si on compare des équipes de gens compétents
et pas forcément optimistes, mais des gens très optimistes et moins compétents, ben, c'est des optimistes qui ont le meilleur résultat. Donc c'est aussi un lien intéressant avec la compétence, avec la performance, et être optimiste, c'est aussi se forger sa compétence. Ensuite, une autre pratique, très bien, c'est pratiquer ce qu'on appelle l'ignorance critique, c'est-à-dire abandonner le toxique. Alors je disais peut-être dans mon petit pitch de présentation de la conférence, voilà, mais comment on peut être optimiste dans ce monde quand on regarde actuellement les réseaux sociaux, alors on parle même plus de X maintenant, quand on allume la télévision, certaines chaînes d'infos, quand on regarde des journaux, et franchement, on a envie de, enfin, on se dit, mais rien ne fonctionne, quoi. Tout part à volo, en plus, on est au courant de tout. Et là, il faut savoir pratiquer l'ignorance critique, c'est-à-dire laisser de côté des choses. Alors, c'est pas non plus abandonner, j'ai mis abandonner le toxique, c'est abandonner le toxique qui n'est pas analysé. C'est-à-dire ne pas faire circuler des vidéos qui vous parlent des animaux qui sont torturés, des enfants qui sont battus, des malversations des gens politiques, etc. Non, mais c'est laisser tomber tout ce qui vous arrive, alors qui peuvent être déjà des fake news, parce qu'on sait que les fake news négatives ont beaucoup plus d'impact que les fake news positives. Il y en a beaucoup moins, malheureusement. Mais c'est aussi se dire, je vais vers l'information qui me permet d'avoir, là aussi, un dosage critique et me permettre de prendre du recul, pour ne pas être flingué, en fait, par le... C'est aussi savoir passer vite à autre chose. On se rend compte que les optimistes, quand ils ne savent pas faire quelque chose, par exemple dans des questionnaires, ils ne savent pas répondre à une question, ils vont répondre à la suivante, et pas passer des heures, je disais tout à l'heure, être le perfectionniste, mais à vouloir se battre pour répondre. Et du coup, ils gagnent du temps. Ils apprennent en laissant tomber des choses. Et ça, c'est très important aussi par rapport à la performance. On peut, en étant optimiste, passer vite à autre chose et être... peut-être ne pas s'enliser dans des choses qui sont trop difficiles et en se disant ben, j'y arrive pas. Et du coup, comme on passe à autre chose, eh bien, on n'a pas une mauvaise image de soi et trop négative. Ensuite, il faut regarder la réalité en face et penser opportunité. Voilà. Winston Churchill disait un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Ça va être difficile, je ne vais pas y arriver. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et je vous ai mis une image d'un archer, parce que je trouve que l'image, elle est belle. C'est l'idée qu'on va atteindre une cible, mais pour atteindre une cible, il faut tirer la flèche en arrière. Et ce pas de recul qui permet de regarder un peu son environnement différent, de regarder et de réfléchir un peu à ce qu'on va voir de brillant, de positif, même si c'est tout petit, eh bien c'est ce qui permet d'être beaucoup plus affûté et beaucoup plus en passe de réussir. Alors, vous avez bien compris qu'on vise un optimisme réaliste. Un optimisme réaliste, c'est-à-dire qu'on s'autorise à ne pas être forcément, comme je l'ai dit, dans une forme d'optimisme béat. Un exemple très connu, vous êtes en mer, seul, au milieu de l'océan, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Eh bien, on n'abandonne pas. Le pessimiste, il va dire, mais il n'y aura jamais de vent, c'est pas possible, il n'y en aura pas, on n'en a pas eu, donc il n'y en aura pas. Et il va se laisser complètement aller. On n'espère pas bêtement en disant bah, tout va arriver, en disant voilà, le vent va pousser le bateau, ça va être formidable. Non, non, l'optimiste, réaliste, il ajuste les voiles pour être prêt quand la première risée arrivera, quand le vent arrivera. C'est ça, hein, c'est vraiment doser de l'optimisme avec du réalisme pour passer à l'action. Donc cette notion d'action est très importante. Ce qui est très important aussi de retenir, c'est que l'optimisme est contagieux. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant qu'un manager optimiste ou en tant que collègue optimiste, diffuser, irradier de l'optimisme. Commencez, on en a parlé dans d'autres webinaires, par du positif dans les réunions que vous animez, donner confiance, cette confiance dans les autres que vous allez donner, et ils vont bien vous le rendre, ils auront confiance en vous. La confiance en l'avenir permet d'avoir confiance en soi, et quand on a confiance en soi, on a confiance dans les autres, et on a confiance, et les autres ont confiance en vous. Baden-Powell disait « L'optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès ». Ça, c'est très important, ce cercle de la confiance, qui est d'abord la confiance en l'avenir, qui est la définition de l'optimisme. Voilà. Il y a aussi une technique qui est la visualisation mentale, que connaissent bien les sportifs. L'envie de réussite crée la réussite.
Et la visualisation mentale, les neurosciences vous le disent, le cerveau, il travaille aussi bien sur le geste que sur la visualisation. Et visualiser une réussite, alors qui peut être sportive, hein, sauter en hauteur encore plus, en longueur encore mieux, ou réussir un projet ou réussir un entretien, en se mettant en situation de réussite, eh bien le cerveau va être beaucoup plus positif et vous permettre d'arriver à cette réussite. Il y a eu des exemples de faits qui sont quand même très amusants, par exemple sur comment réussir à mettre des paniers de basket systématiquement, le ballon dans le panier pour des basketteurs. Eh bien, pendant une semaine, vous faites répéter 1 heure les basketteurs qui font donc le geste sur le parquet, et puis une autre équipe simplement en visualisation mentale. Eh bien, les résultats, quand on les confronte, sont à peu près les mêmes, 24 et 23% de taux de réussite dans les deux équipes qui se confrontent. L'une l'a fait que mentalement et l'autre l'a fait réellement. Il faut par contre rester authentique. Et si vous voulez être un manager optimiste, mais qu'on vous suive, hein, qu'on ne dise pas « oh là là, il va encore partir dans ses délires », il faut que vous ayez un optimisme sur la réussite, sur le but. Oui, on va réussir, on va y arriver, et je crois en vous. Mais il faut assumer les difficultés. Le meilleur discours du plus grand optimiste, c'est Churchill. Il promet quoi? Du labeur, des pleurs, des larmes, de la sueur. Mais il dit, la suite de son discours, c'est « on va gagner ». Voilà. Et il faut assumer cet optimisme de réussite tout en ne cachant pas les difficultés qu'on va avoir à affronter. Et d'ailleurs, c'est nous allons réussir, et c'est parce qu'on sait faire. Et j'ai confiance en vous, et j'ai confiance en vos talents. Voilà, le dernier point qu'on peut aborder, c'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas, c'est développer la pronoïa. Alors tout le monde connaît la paranoïa. La paranoïa, c'est croire que tout le monde vous en veut, hein, que le monde conspire contre vous. Et la pronoïa, c'est le contraire. Le monde conspire, mais le monde conspire pour votre bien. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Vous êtes dans votre entreprise, par exemple, puis vous entendez les gens chuchoter autour de vous, et chaque fois que vous arrivez, ça s'arrête. Le paranoïaque, il va dire on dit du mal de moi, on va me virer, etc. Le pronoïaque, il dit ils sont peut-être en train de préparer une petite fête pour mon anniversaire, un pot de départ, ou un événement auquel ils veulent me faire une surprise. C'est ça, la pronoïa, et je pense qu'il vaut mieux se dire que le monde conspire pour notre bien que contre nous. Je conclurai avec l'idée, donc, beaucoup d'optimisme, mais sans naïveté ni insouciance, et cette petite phrase que je pense très importante. Si tu vois tout en gris, donc pessimisme, déplace l'éléphant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous empêche fondamentalement de dépasser votre pessimisme et d'aller vers votre optimisme. Et ce quelque chose qui est un éléphant au milieu du couloir, il faut peut-être y réfléchir. C'est peut-être tout simplement votre éducation, un papa, une maman qui systématiquement était dans le gris, était dans le pessimisme et vous a déteint dessus. C'est peut-être un événement grave qui vous est arrivé et qui fait que vous n'avez plus du tout confiance en l'avenir parce que vous avez été par exemple agressé. Et là, je crois qu'il faut vraiment déplacer l'éléphant, mais ça relève non pas du management, non pas de la psychologie. Là, on est dans des choses beaucoup plus importantes. Et cette introspection, elle est de toute façon bénéfique, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, de toute façon, je dirais, c'est comme un pari de Pascal. Hein. Être optimiste, c'est un pari, je crois, de toute façon. À la fin, le pessimiste aura peut-être raison. Hein. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'en effet, le projet capotera, l'entreprise fermera. Peut-être que les conditions de travail vont se dégrader, peut-être que le divorce va arriver. Mais en tout cas, l'avoir vécu avec optimisme, l'arrivée ou envisager cet événement, l'optimiste l'aura beaucoup mieux vécu. Donc c'est toujours ça de prix. Et je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle. Vous avez des questions? Je vois que des personnes applaudissent. Qu'est-ce que vous inspire en fait aujourd'hui ces réflexions et puis surtout ces exemples, Isabelle, qui sont, en tout cas moi, qui me paraissent très parlants et je pense que je ne suis pas la seule. Donc à vos commentaires ou à vos questions. Ah, tu as des bravos. Les premières questions sont souvent difficiles. Alors, Isabelle, si tu me le permets, je vais moi te poser une question.
J'ai bien compris la notion d'optimisme, le fait d'essayer de transcender les choses, mais on voit quand même qu'on est dans un monde qui change de plus en plus, où quand on allume la télé, pour parler d'un exemple, si on regarde les actus le matin, on a quasiment envie de se pendre, hein, en tout cas voilà, je parle assez trivialement. Et comment on fait dans toutes ces incertitudes justement pour garder vraiment ce caractère optimiste et ne pas être trop je dirais prise par le caractère pessimiste, et en plus typiquement français. Oui, oui, alors c'est compliqué, hein, c'est ce que j'ai dit beaucoup. Alors d'abord, il faut prendre du recul, se dire que justement les médias ont tendance, parce qu'ils savent que la prime au clic, la prime à l'audience et la captation de l'attention, on est dans une économie de l'attention, elle passe plutôt par le négatif. Donc déjà, il faut se dire, j'aborde des choses, je sais que je vais avoir 80% de choses négatives, et nous-mêmes, hein, souvent, on se fait piéger par ça. La deuxième chose, c'est ce que je disais, l'ignorance critique. Il y a des chaînes, il faut les quitter. Il y a des réseaux sociaux, il faut les quitter, parce qu'ils n'abordent que des choses pessimistes, pour les raisons que j'ai évoquées, mais surtout sans analyse. Et je pense que retourner à des médias plus classiques, je ne sais pas, des lectures comme Le Monde, Les Échos, où vous avez ce qu'on appelle des articles de fond, mais ça peut être des réseaux sociaux, où vous avez le pour et le contre, ça vous permet de regarder des choses qui ne sont peut-être pas agréables à voir ou à entendre, mais en ayant une lecture critique. Et ça, vous pouvez vous-même l'avoir, la lecture critique. Et je crois qu'il y a toujours une petite question à se poser dans un coin. Et si on pouvait trouver quelque chose de positif dans cet événement que je vois, et on peut le trouver. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture du tout, hein. Le français, enfin, j'aime pas généraliser, mais c'est vrai qu'on n'est quand même pas très doué pour ça. Quand on vit quand on va aux États-Unis, c'est un peu le contraire, hein, ce côté toujours un peu positif. Mais c'est vrai que je pense que le cultiver aide, c'est un petit moteur, hein, aide à être beaucoup plus dans la vision de choses qui sont intéressantes à regarder. Mais je crois que l'ignorance, savoir ignorer des choses, je ne suis pas en forme ce matin, mais je ne vais peut-être pas allumer la radio. Je vais peut-être regarder, écouter de la musique sympa. Je ne suis pas en forme ce soir, je regarde le programme télé, je vais me faire une petite série sympa. Hein, et je ne vais pas regarder encore le Xème épisode d'une série qui me donnera la chair de poule. Il y avait un petit commentaire qui s'est allumé, je crois. Oui, absolument. Quelqu'un qui nous dit: «Je me considère comme une personne plutôt positive. Je dois avouer que, les nouvelles liées au changement climatique créent beaucoup d'anxiété, chez moi. Comment lutter contre ces choses que l'on ne peut pas ignorer?» Oui, oui. Alors ça, l'éco-anxiété, la solastagie, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place, hein. Vous n'êtes pas la seule, il y a de plus en plus de gens qui sont éco-anxieux. Je crois que là, il faut vraiment se dire que d'abord, je pense que passer à l'action, c'est déjà quelque chose de positif. Donc passer à l'action en ayant peut-être ce qu'on appelle le geste du colibri, qui ne servira pas, mais déjà se dire, moi, je fais déjà des choses positives pour des choses qui peuvent être toutes petites, hein, bien trier ses déchets, prendre le train plutôt que la voiture. Voilà, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de rejoindre des gens qui sont plutôt, là aussi, dans l'action, peut-être faire des associations, des organisations. L'action aide à faire avancer les choses. Et puis, regardez, là aussi, on a quand même, globalement, c'est très négatif, mais on a quand même des choses qui ressortent avec des actions qui sont menées et qui permettent de penser qu'il y a des nouvelles solutions pour, je ne sais pas, capter le carbone, qu'il y a des villes qui expérimentent des solutions intéressantes. Donc, se fixer quand même beaucoup plus là-dessus mais après, je répète, hein, l'optimisme, c'est pas ignorer, hein, je l'ai beaucoup dit, c'est regarder les choses en face aussi. Merci Isabelle. Heu, une autre question, Oui. si j'applique le principe d'ignorance critique, le jugement des autres augmente? Point d'interrogation. Nous pouvons paraître, plus insouciants? Alors, l'ignorance critique, c'est vous qui décidez d'ignorer, hein. La critique, c'est parce que vous avez pris du recul. Vous vous dites, je ne me laisse pas embarquer par des gens comme ça, par un média, etc. Après, le jugement des gens, c'est aussi dans la tête que ça se passe. J'en avais parlé dans la gestion des émotions.
Je prends un exemple trivial. Vous allez à un cocktail de votre entreprise, vous savez, les fameux after-work, etc. Il y a des gens, ils sont persuadés que tout le monde les juge. Tout le monde les juge. Ça m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent, mais moi, quand je rentre dans un restaurant, j'ai l'impression que tout le monde me regarde et me juge. Voilà. Et ça, c'est dans la tête que ça se passe. Et là, il y a vraiment des pivots à avoir en se disant, mais non, moi, alors peut-être que vous-même, vous êtes quelqu'un qui regarde beaucoup les gens, qui avait tendance à porter des jugements sur les gens, mais il faut vous dire que non, vous n'intéressez pas autant de gens que ça. Les gens ne sont pas forcément tous malveillants. Hein. Et là, il y a vraiment un switch dans la tête qu'il faut faire. D'ailleurs, il y a des petites expériences qui peuvent être faites. Au lieu d'arriver super bien habillé, vous avez un petit truc qui est moins performant en termes de vêtements, de maquillage, de je ne sais pas quoi, de coiffure, et vous vous rendez compte que personne va faire la différence. Hein. C'est ce qu'on appelle la technique du sabotage. On sabote quelque chose, alors un petit peu pas trop important, et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si grave que ça, et que les gens ne remettent pas en cause si vous êtes souriant, si vous allez vers eux avec le sourire et des choses positives à leur dire. Et vous le savez instinctivement, les gens positifs, qui sourient, on ne leur demande pas d'être beaux, bien coiffés, enfin je reprends l'histoire de l'apparence physique, mais vous voyez, et donc il faut passer par-dessus ça, mais ça c'est beaucoup dans votre tête que ça se travaille. Et quand je parlais de l'éléphant dans le couloir, voilà, quel est votre éléphant? Merci Isabelle. D'autres questions ou d'autres précisions? Je vous en prie. Alors moi, je me permets une autre question, Isabelle. Heu, visiblement, quand on voit tes tableaux et avec le pessimisme à la française, le pessimisme serait contagieux, mais est-ce que l'optimisme pourrait être contagieux aussi? Ah ben oui, oui, là c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que on le sait, les gens optimistes, donc sont des gens positifs, et ils ils attirent. Et si vous êtes manager, bah vous avez toutes les chances de générer d'irradier une très bonne ambiance de travail. Les gens vont vers vous. Voilà, les gens positifs et optimistes, ils font du bien. Ils font du bien. Alors que s'entendre des choses qui sont pas positives, qui sont ça va être encore de la catastrophe, voilà, avec des jugements, ça vous tire vers le bas. Et ça, il faut tirer, faut avoir le courage. C'est une forme de courage, hein, c'est la petite citation de Baden-Powell. Ça demande du courage. D'ailleurs, une des grandes vertus du management, de tout le monde, c'est d'être courageux. Voilà. Eh ben, on se lève demain matin à 5 heures pour prendre un train, eh ben, ça sera l'occasion de voir le soleil se lever. Voilà, il faut, je crois, cultiver, si on n'a pas la chance de l'être un peu plus naturellement, il faut cultiver toujours, chercher peut-être, pendant un premier temps, ce qui va pouvoir être positif dans ce qu'on a l'impression d'être négatif. Et vous attirez les gens vers vous. Mais vous le savez très bien. Hein. Je pense que vous êtes tous beaucoup plus attirés par des gens qui sourient. Quand vous arrivez à un rendez-vous, ah, qu'est-ce que je suis contente de te voir, mais t'es belle, mais t'es beau, mais voilà, comment va ta journée, ben, elle est formidable. Voilà, que les gens qui vous disent, ah, ça va comme un lundi. Oui, oui. Après, l'optimisme, il faut qu'il soit responsable, hein, c'est ce que je disais. Il faut qu'il soit responsable et ne pas ignorer, par exemple, les difficultés. Ça ne va pas être simple, mais on va y arriver. Voilà, mais ça ne va pas être simple. Mais par contre, il y a une lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est aussi très vrai, parce qu'autrement, bah, très vite, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que vous allez être écarté pour un grand naïf, une grande naïve, et quelqu'un, bon, sympa, mais elle est gentille, elle est gentille, mais bon, on ne va pas forcément avoir envie d'agir avec elle ou avec lui. Super, merci. Est-ce que d'autres questions? Bien, je ne crois pas. En tout cas, donc nous allons conclure. Merci encore Isabelle, pour ces propos, on ne peut plus probants et qui donnent envie en fait, ben, d'être positif cet après-midi et encore plus demain. Et de passer je crois que c'est ça, il faut passer à l'action tout de suite là. Vous sortez du webinaire, voilà, vous regardez un truc et je crois que enfin si on a envie de l'être, voilà, par exemple, moi je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, tu emploies beaucoup le mot mais. Eh ben,
sortez le mot « mais » de votre vocabulaire. Vous allez voir que c'est complètement différent dans vos expressions, dans un mail, dans une phrase, etc. Alors, on ne le fait pas à 100%. Mais vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous faire pivoter et puis vous permettre de regarder, comme on dit, le soleil derrière les nuages. On parle toujours du verre plein et du verre vide. Je terminerai là-dessus. Vous regardez un verre à moitié plein, moitié vide, l'optimiste voit le moitié plein, le pessimiste moitié vide. Et moi, je dis le vrai optimiste, il voit le coup qui a été bu pour vider la moitié du verre. Et là, a priori, avec des amis et dans une bonne ambiance. Très belle image de fin. Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt. Ouais. Et puis, merci à vous d'avoir pris ce temps d'échange avec nous. Voilà, à très bientôt. Et bon après-midi et bon week-end. Au revoir.